Il y a quelques semaines sur ma chaîne, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique mon expérience de colleur à l'EISAM et je t'ai présenté un des exercices que j'avais créé exprès pour l'école. Et dans le style d'exercice un peu sympathique, il y en a un qu'on m'a proposé sur mon serveur Discord et que j'ai trouvé lui aussi vachement sympa. Et cet exercice, c'est simplement ça. Résoudre l'équation. Cosinus x est égal à 2. Bon, c'est évident, hein, le cosinus il est toujours plus petit que 1. Bah oui, le cosinus ça varie entre moins 1 et 1. 1 c'est strictement plus petit que 2. Et donc évidemment, le cosinus ne vaut jamais 2. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut! Oh, t'as vraiment cru que c'était la fin de la vidéo? Non mais n'importe quoi. Évidemment, cosinus de x plus petit que 1, ça c'est vrai. Mais dans R, ça c'est pour tout x dans R. Et là tu vas me dire, oui mais Médéric, quand on parle du cosinus, on parle d'un angle, le cosinus d'un angle, donc un angle c'est forcément un nombre réel. Ça veut rien dire par exemple un angle complexe. Ouais, sauf qu'en maths on raisonne pas comme ça. Ouais, peut-être qu'en physique, un angle complexe ça ne veut rien dire, et donc le cosinus d'un nombre complexe ça ne veut rien dire. Mais en mathématiques, si on définit correctement le cosinus, il y a moyen justement de raisonner avec des nombres complexes, et c'est ce qu'on va faire justement aujourd'hui. Je te propose donc évidemment de résoudre cette équation dans C, parce que dans R on a compris qu'il n'y avait pas de solution. Je te propose donc de définir correctement le cosinus, dans C du coup, et ensuite je vais te proposer deux méthodes de résolution pour cet exercice, parce qu'il y a deux méthodes qui vont aboutir à des résultats qui paraissent très différents, et pourtant pas tant que ça, on verra ça à la fin. Mais avant de te présenter la première méthode, on va déjà travailler avec ce qu'on a, avec le cosinus, et voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors tu sais qu'un nombre complexe peut s'écrire sous cette forme-là, la forme trigonométrique, module de z fois cosinus alpha plus i sinus alpha, où alpha va être l'argument de z, et tu sais qu'il peut aussi s'écrire sous la forme module de z fois l'exponentielle complexe, l'exponentielle de i alpha. Et alors soit tu sais exprimer le cosinus à l'aide de l'exponentielle complexe, soit eh bien on peut le retrouver très facilement. Et l'astuce c'est de passer par le conjugué, en fait on va additionner z avec son conjugué, z plus z bar. Ce qui se passe quand on fait z bar, c'est que la partie imaginaire va s'opposer, donc en additionnant les deux, il n'y aura plus de partie imaginaire. Il restera donc deux fois le cosinus d'alpha, sans oublier le module de z, donc on a deux modules de z, cosinus alpha. Mais du coup, avec la forme exponentielle, on va obtenir quoi? Bon, on va simplement obtenir le module de z, multiplié par donc l'exponentielle de i alpha, ça c'est z, et z bar, ensuite, on sait qu'il suffit simplement d'opposer l'angle, d'opposer l'argument, donc on aura plus l'exponentielle de moins i alpha. Et en divisant de chaque côté par deux fois le module de z, en supposant que z est non nul, on a bien que le cosinus d'alpha est égal à l'exponentielle de i alpha plus l'exponentielle de moins i alpha, le tout sur 2. Et alors ça c'est génial comme définition parce que on va pouvoir prendre un alpha complexe. Bah oui, y a pas de problème, si alpha est complexe, on va avoir une partie réelle et une partie imaginaire en exposant de l'exponentielle, mais c'est pas grave, avec les propriétés de l'exponentielle, on va pouvoir faire des séparations, on va pouvoir faire des manipulations qui vont super bien fonctionner. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par un simple raisonnement par équivalence. On va dire que cosinus x est égal à 2, si et seulement si, eh bien on réécrit avec l'exponentielle. Donc si et seulement si, ce truc-là est égal à 2. Je te propose de tout multiplier par 2, histoire de pas se trimballer des fractions. Donc en multipliant par 2, on obtient l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de moins x est égal à 4. Et là, à partir de là, ça se complique. Pourquoi ça se complique? Parce que déjà, premièrement, on a une somme d'exponentielles, on sait pas manipuler les sommes d'exponentielles. Un produit, si, on aurait pu faire des simplifications, mais là, une somme, on peut pas faire grand-chose. Mais surtout, parce que l'inconnu, x, ici, apparaît donc à deux endroits qui ne sont pas simplifiables. Il apparaît ici, il apparaît ici. Donc voilà, à partir de là, on est un peu coincé. Et donc, quand on est coincé dans un raisonnement par équivalence ici, eh bien, il faut arrêter le raisonnement par équivalence. Et donc, de manière générale, la meilleure façon de s'en sortir dans ces cas-là, c'est de commencer ce qu'on appelle une analyse synthèse. Donc l'analyse synthèse, c'est donc un raisonnement qui se fait en deux étapes, la phase d'analyse et la phase de synthèse. Dans la phase d'analyse, on va supposer que x est solution du problème, donc x vérifie cette égalité, et on va en déduire ensuite des propriétés sur x, donc des propriétés qui seront nécessaires. Et ensuite, dans la phase de synthèse, on va vérifier que ces propriétés qui sont nécessaires sont aussi suffisantes. Donc on va démontrer que les potentielles solutions que l'on a trouvées sont bien solution du problème. Allez, c'est parti pour la phase d'analyse. Supposons que l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x est égale à 4. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors la solution que je te propose, moi, c'est de transformer ce x, parce que x, c'est un nombre complexe, donc il s'écrit avec deux parties, une partie réelle et une partie imaginaire. Et donc simplement en remplaçant, on a ceci.
Bon, je te passe les détails, mais le i va se distribuer dans la parenthèse, ici et ici. Et donc, on obtiendra l'exponentielle d'une somme. Et donc, propriété sur l'exponentielle, on va pouvoir séparer en un produit d'exponentielle. On a donc ceci. Bon, et alors là, j'avoue, il faut avoir peut-être un peu d'intuition. Là, effectivement, on visualise un peu tout ça et on se dit, mais à quel moment ce truc-là va donner 4, c'est-à-dire un nombre réel? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même que chaque partie va être un nombre complexe, hein. L'exponentielle de i partie réelle de x et l'exponentielle de moins i partie réelle de x, ça va donner dans les deux cas un nombre qui sera pas forcément réel. Et comment c'est possible, en manipulant ces trucs-là, de tomber ensuite sur un nombre réel? Ça, c'est effectivement en visualisant ça qu'il faut se poser cette question. Et en se posant cette question, on va être amené naturellement à se poser des questions sur la partie notamment imaginaire, parce qu'effectivement, un nombre réel se caractérise par une partie imaginaire nulle. Et donc à partir de là, je te propose de raisonner avec des parties imaginaires. C'est parti. 4 est un nombre réel, donc la partie imaginaire de 4 est égale à 0. Et on sait aussi que la partie imaginaire est additive, donc im de a plus b est égal à im de a plus im de b. Pourquoi ça c'est intéressant? Bah parce que, regarde, c'est exactement ce qu'on a ici dans notre égalité. On a 4, d'accord, sa partie imaginaire vaut 0, et ensuite on a une somme ici, donc si on passe à la partie imaginaire, on va pouvoir utiliser cette propriété. Donc on passe tout à la partie imaginaire, on utilise ici l'additivité, et on passe tout du même côté pour obtenir... Aïe, ceci. Maintenant, il faut se souvenir d'une autre propriété de la partie imaginaire. Parce que là, on a la partie imaginaire d'un produit. Mais si on regarde bien, c'est pas n'importe quel produit. Ici, on a, bon, a priori un nombre complexe, et ici, ben, on regarde l'exponentielle de moins im de x. Im de x, c'est quoi? C'est un nombre réel, moins im de x aussi, donc l'exponentielle d'un nombre réel, c'est un nombre réel. Donc, cette partie-là, ici, c'est un nombre réel. Et donc voilà, c'est ça qui est super intéressant avec la partie imaginaire, c'est que la partie imaginaire, elle est bien plus qu'une fonction additive, c'est carrément une application linéaire. Linéaire, en tout cas, pour des scalaires dans R. C'est-à-dire que pour tout lambda réel et pour tout z complexe, la partie imaginaire de lambda z, c'est lambda fois la partie imaginaire de z. On peut sortir les nombres réels d'un produit à l'intérieur d'une partie imaginaire. Et donc, c'est ce qu'on va faire, évidemment, avec l'exponentielle de moins im de x et l'exponentielle de im de x ici. On obtient donc ceci. Maintenant, pour avancer, il faut se rappeler de ce que je t'ai dit au début quand je t'ai donné la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Il faut se rappeler que la partie imaginaire d'un nombre complexe, c'est rien d'autre que le sinus de son argument, qu'on multiplie éventuellement au module. Mais donc cette forme trigonométrique, elle est vachement intéressante quand le module vaut 1. Et ben justement, regarde, exponentielle de i partie réelle de x, c'est un nombre complexe de module 1. Pareil pour l'exponentielle de moins i partie réelle de x. Donc on va pouvoir réécrire ces parties imaginaires avec le sinus. L'argument de l'exponentielle de i partie réelle de x, c'est la partie réelle de x. Pour l'exponentielle de moins i partie réelle de x, c'est moins partie réelle de x. Bon, on peut un peu simplifier tout ça. Là, on a un moins, là, on a un moins. Bon, moins par moins, ça fait plus. Ok, mais le moins, est-ce qu'on peut vraiment le sortir? Bah oui, la fonction sinus, c'est quoi? C'est une fonction qui est impaire. Et donc, ce qui est génial avec les fonctions impaires, c'est qu'on peut sortir les moins qui sont à l'intérieur. Donc, ce moins-là, je l'enlève, je le mets ici, moins par moins plus. Donc, je peux aussi enlever ce moins. Donc là, on a quand même vachement l'impression d'avoir un peu avancé. Alors, question de tu peux m'aider. On peut bien diviser par sinus de partie réelle de x de chaque côté, non? Alors, oui et non, effectivement, on se rend compte qu'on a un facteur commun de chaque côté de l'égalité, le sinus de la partie réelle de x, effectivement, mais il faut faire super gaffe, on peut diviser quand c'est non nul, on peut pas diviser par 0. Et le sinus, bah, il passe par 0, il passe même par 0 une infinité de fois. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de faire une disjonction de cas, hein, avec le cas où le sinus est nul et le cas où le sinus est non nul. Je te propose de traiter d'abord le cas où le sinus de la partie réelle est non nul. Donc si c'est le cas, on peut effectivement simplifier par sinus de partie réelle de x de chaque côté. On obtient donc que l'exponentielle de moins partie imaginaire de x est égale à l'exponentielle de partie imaginaire de x. On sait que la fonction exponentielle est bijective sur R. Autrement dit, si l'exponentielle de a est égale à l'exponentielle de b, ça signifie que a est égal à b. Donc on a déduit cette égalité, moins im de x est égal à im de x, et donc bien évidemment, la partie imaginaire de x est nulle. Bon, et maintenant je te propose de traiter le cas où le sinus de la partie réelle de x est nul. Bon, dans ce cas... Ah, remarque de mes défraudes. Dans ce cas, c'est facile, on passe tout sous l'arcsinus, et on obtient donc que la partie réelle de x est nulle. Donc ce que mes défraudes nous dit, c'est que l'arcsinus du sinus de alpha, c'est égal à alpha.
Eh ben non, c'est complètement faux. Et oui, le problème qu'on a, c'est que le sinus, en fait, ce n'est pas une fonction bijective, hein, contrairement à la fonction exponentielle qu'on avait avant. Le sinus est une fonction périodique, donc ça peut pas être bijectif, donc l'arc sinus, ce n'est pas vraiment, en fait, la fonction réciproque du sinus, du moins ça l'est, mais sur un certain intervalle. Et donc cette égalité-là n'est pas vraie pour tout alpha. Donc ce truc-là, on l'efface, c'est une horreur. Par contre, on peut chercher tous les endroits où la fonction sinus s'annule, et en fait, c'est pas très compliqué, hein, la fonction, elle s'annule en 0, et ensuite, elle s'annule tous les pi. Donc la partie réelle de x est simplement congrue à 0 modulo pi. On en déduit donc que l'une de ces propriétés est vraie. Donc ces propriétés, c'est donc la partie réelle de x est congrue à 0 modulo pi, c'est ce qu'on vient de démontrer, et la partie imaginaire de x est égale à 0, c'est ce qu'on a prouvé juste avant. Bon, alors est-ce qu'on a fini? Alors non, malheureusement, ça va pas suffire, on va devoir aller un peu plus loin, sinon on va pas aboutir. Parce que là, on a quand même deux conditions, mais franchement, qui nous laissent encore énormément de solutions pour le coup. Le fait que la partie imaginaire soit nulle, bon, bah ça nous donne encore tous les nombres réels. Le fait que la partie réelle soit congrue à 0 modulo pi, ça nous laisse aussi encore plein d'autres possibilités. Donc il faut creuser encore un peu. Ce que je te propose, c'est de faire une nouvelle disjonction de cas à partir du coup des deux propriétés qu'on a là, hein, ça on l'a démontré plus haut, et puis ça c'est ce qu'on vient juste de démontrer juste avant. Et on va donc combiner les deux pour essayer d'étayer un peu plus les solutions. Donc avec une disjonction de cas à nouveau, hein, parce que là on a deux cas à traiter, on va d'abord traiter le deuxième, ça va être plus simple. Supposons déjà que la partie imaginaire de x est nulle. Qu'est-ce qu'on a? On a que moins im de x ça fait 0, im de x ça fait 0, l'exponentielle de 0 à chaque fois ça fait 1. Il nous reste donc simplement exponentielle de i partie réelle de x plus donc l'exponentielle de moins i partie réelle de x qui est égale à 4. Et alors là on regarde, on réfléchit un peu et normalement il y a un truc qui nous choque. Et oui, ça c'est un nombre complexe de module 1, ça c'est un nombre complexe de module 1 et on obtient un nombre réel de module 4. Est-ce que c'est seulement possible? Bah non, c'est pas possible, et ça se démontre super facilement avec l'inégalité triangulaire. Donc par l'inégalité triangulaire, le module de cette somme c'est plus petit que la somme des modules, donc c'est plus petit que 1 plus 1, donc c'est plus petit que 2, et 2, bah c'est strictement inférieur à 4. Donc le module de ce truc-là ne pourra jamais atteindre 4, et donc naturellement, ce truc-là ne pourra jamais atteindre 4. On a donc en fait ici une contradiction, en fait ce qu'on vient de faire c'est un peu une démonstration par l'absurde, un peu sans le savoir. On vient donc de prouver que la partie imaginaire était nécessairement non nulle. Donc la deuxième propriété ici ne sera jamais vérifiée, c'est seulement la première propriété qui sera vérifiée, à savoir que la partie réelle de x est congrue à 0 modulo pi. Mais alors on n'a pas fini le travail de notre disjonction de cas, en fait j'ai même envie de dire qu'on est loin d'avoir fini le travail, parce que là on a l'impression qu'on n'a qu'un seul cas à traiter, mais il nous en reste encore deux. Pourquoi? Bah, parce que le problème c'est que si on regarde donc cette expression là, en fonction de si la partie réelle de x est congrue à 0 modulo 2pi ou à pi modulo 2pi, l'exponentielle de i fois la partie réelle de x, ce sera différente. Et oui, si on regarde sur un cercle trigonométrique, on raisonne en général en modulo 2pi. Sauf que là, on raisonne modulo pi, et le fait d'être congru à 0 modulo pi, ça veut dire qu'on est soit ici, soit ici. Et donc tu le vois, ça nous donne bien deux nombres complexes différents, donc il faut raisonner avec ça, et donc traiter le cas où ça fait 0, et le cas où ça fait pi modulo 2pi. Je te propose de commencer par le cas où la partie réelle est congrue à 0 modulo 2pi. Ça nous donne que ce truc-là vaut 1, ce truc-là vaut 1. Ça nous donne que l'exponentielle de la partie imaginaire de x plus l'exponentielle de moins partie imaginaire de x, ça fait 4. Et alors là, il faut quand même reconnaître quelque chose, j'avoue. Il faut reconnaître que si on divise par 2 de chaque côté, on va obtenir le cosinus hyperbolique. Ouais, ça pour le coup, il faut connaître, mais voilà, l'exponentielle de a plus l'exponentielle de moins a sur 2, ça c'est la définition du cosinus hyperbolique de a. On trouve donc que le cosinus hyperbolique de la partie imaginaire de x vaut 2. Et alors là, même remarque que tout à l'heure, on pourrait se dire, ok, maintenant on passe à l'arc cosinus hyperbolique. Ouais, mais à nouveau, on fait gaffe, le cosinus hyperbolique n'est pas non plus une fonction bijective sur R. En revanche, c'est une fonction qui est bijective sur R+, et aussi sur R-, et c'est aussi une fonction qui est paire. On sait donc que si on veut passer à l'arc cosinus hyperbolique, vu que c'est une fonction paire, on va avoir ici donc deux solutions, la solution positive et la solution négative. Et donc voilà, en l'occurrence, la partie imaginaire de x va être égale à plus ou moins l'arc cosinus hyperbolique de 2. Alors j'avoue, je trouve ça assez fascinant, parce que l'arc cosinus hyperbolique, c'est un truc personnellement que j'ai jamais utilisé en cours, mais du coup je trouve ça marrant dans une bête résolution d'équation de tomber là-dessus. Maintenant je te propose de passer au cas où la partie réelle de x est congrue à pi modulo de pi. Alors là, cette fois-ci, les exponentielles ici valent plus 1 mais moins 1, donc ça vaut moins 1, ça vaut moins 1 aussi. On obtient donc que moins l'exponentielle de im de x plus exponentielle de moins im de x est égal à 4, et donc que l'opposé du cosinus hyperbolique de x est égal à 2, et là attention, le cosinus hyperbolique c'est une fonction qui est
toujours positive, et même pour le coup strictement positive. D'ailleurs ça on pouvait même s'en rendre compte avant avec les exponentielles, on n'était même pas obligé de faire apparaître le cosinus hyperbolique ici. L'exponentielle d'un nombre réel est toujours strictement positive, ça c'est strictement positif, ça aussi. Quand on passe à l'opposé, on obtient quelque chose de strictement négatif, ça peut pas être égal à 4. Donc ici on obtient une magnifique contradiction, on a encore fait une sorte de démonstration par l'absurde sans vraiment le savoir. Donc la partie réelle de x ne peut pas être congrue à pi modulo de pi. Elle est forcément donc congrue à 0 modulo de pi. Voilà, donc là je pense qu'on a suffisamment creusé dans la phase d'analyse, donc on peut conclure notre phase d'analyse. Si cosinus de x égale 2, on en a déduit que la partie réelle de x était congrue à 0 modulo de pi, donc x va pouvoir s'écrire sous la forme 2k pi, et la partie imaginaire, on a vu que dans ce cas-là, ça serait plus ou moins l'arcosinus hyperbolique de 2. Donc 2k pi plus ou moins i arcosinus hyperbolique de 2, on précise avec k anti-relatif. Ouf, on a l'impression qu'on a fini, mais non, ça c'était la phase d'analyse, je le répète, c'est-à-dire que si on a une solution, cette solution va s'écrire sous cette forme-là. Par contre, on n'a pas vérifié qu'il y avait bien des solutions et que, en plus, ces formes-là étaient solutions de l'équation. Il faut donc faire la réciproque et donc vérifier que ce truc-là est solution de notre équation. Mais pour ça, très honnêtement, rien de plus simple, il suffit simplement de dérouler des égalités. On écrit le cosinus avec des exponentielles, on utilise ensuite la propriété qui nous dit que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. L'exponentielle de ik pi ici est donc moins i de k pi, mais le moins sert à rien. Dans les deux cas, ça vaut toujours 1. D'accord, un 2k pi, on fait des tours complets, alors dans un sens ou dans l'autre, s'il y a un moins, on retombera toujours sur nos pattes, à savoir l'angle 0 radian, et l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Bon, ensuite, en exposant, on a plus ou moins l'arcosinus hyperbolique de 2, et moins ou plus l'arcosinus hyperbolique de 2, l'opposé de celui-là. Sauf que peu importe, au milieu, on aura une somme, donc peu importe dans quel sens on le lit, on peut juste écrire l'exponentielle de arcosinus hyperbolique de 2, plus l'exponentielle de moins arcosinus hyperbolique de 2, le tout donc toujours divisé par 2, et là on reconnaît la forme du cosinus hyperbolique, et on a bien que le cosinus hyperbolique c'est la fonction réciproque de l'arcosinus hyperbolique sur l'intervalle 1 plus l'infini, 2 est bien dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc on peut supprimer ici les deux fonctions, il nous reste simplement 2. On a donc prouvé que les solutions potentielles étaient bien solutions de notre problème, puisqu'on voulait bien que le cosinus de x soit égal à 2, on a donc trouvé l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de l'équation cosinus x est égal à 2, c'est l'ensemble des x qui s'écrivent sous la forme de k pi plus ou moins i arcosinus hyperbolique de 2, avec k un entier relatif. C'était un peu complexe, et c'est le cas de le dire. Maintenant, je te propose une deuxième méthode qui, tu le verras, va être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, mais qui avait aucune raison de marcher à première vue. Cette méthode, c'est la technique du changement de variable. Et ce que je te propose en plus, c'est de raisonner par équivalence du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va reprendre les équivalences qu'on avait au tout début, donc je vais l'appeler E, d'accord, pour pouvoir ensuite réécrire des équivalences après. Et alors, on y va, c'est parti. L'idée pour qu'un changement de variable soit intéressant dans ces cas-là, c'est d'avoir plusieurs fois la même chose. Là, pour l'instant, on a l'exponentielle de ix et l'exponentielle de moins ix. Donc ce qui serait bien, ça serait à un moment donné peut-être de factoriser par quelque chose. Bon, je pense que tu t'en doutes, on va factoriser à un moment donné par l'exponentielle de ix. Encore faut-il y arriver. On va d'abord réécrire l'exponentielle de moins ix, parce que pour l'instant, c'est un peu ça qui nous pose problème. L'exponentielle de moins quelque chose, c'est l'inverse de l'exponentielle de ce quelque chose. Ça, tu le sais, c'est une propriété très générale sur les exposants. Maintenant, ça peut être intéressant de tout multiplier par l'exponentielle de ix, tu vas voir assez rapidement pourquoi. Bon, en faisant la distribution, on a donc exponentielle de x au carré. Exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de x, c'est là que c'était intéressant, bah ça simplifie, donc ça fait 1. Et à droite, on a 4 fois l'exponentielle de ix. Et voilà pourquoi c'était intéressant de faire toutes ces manipulations, c'est parce que là, ça y est, on se retrouve avec un élément qu'on retrouve à plusieurs reprises, exponentielle de x, exponentielle de ix, et donc c'est là qu'on va pouvoir faire un changement de variable. On va poser grand X l'exponentielle de i petit x, on réécrit donc ce qu'on a à gauche, c'est x carré moins 4x plus 1 est égal à 0. Je te propose maintenant de mettre tout ça sous la forme canonique. La méthode, elle est très simple, il faut qu'au milieu, on ait 2ab. Bon, ici, petit a, il vaut 1, donc 2 fois combien égale 4? Bah, c'est évidemment 2 fois 2. Bon, ensuite, on regarde est-ce que c'est un plus ou un moins, donc c'est un moins. Donc l'identité remarquable qu'on va utiliser, ça va être sous la forme x moins quelque chose, le tout au carré. Et ce quelque chose, ça sera donc 2. On fait donc la méthode du banquier, c'est-à-dire que 2 au carré, ça fait 4, donc on va faire plus 4 moins 4. Donc là, on peut factoriser ce qu'il y a à gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir bien x moins 2 au carré. Il va nous rester moins 4 plus 1, à savoir moins 3. Ça, c'est vrai si et seulement si x moins 2 est égal à plus ou moins racine de 3. Et donc lorsque x vaut 2 plus ou
ou moins racine de 3. Bon, là on travaille avec des grands x, je te propose de revenir avec des petits x, donc on va réécrire l'exponentielle de ix. Et vu qu'on a une exponentielle à gauche, je vais te proposer aussi d'écrire ce truc-là avec une exponentielle. Alors là tu vas me dire, oula, 2 plus ou moins racine de 3, ça s'écrit comment avec une exponentielle? Pas de panique, l'exponentielle c'est quoi sa fonction réciproque? Le logarithme n'est pas rien, on va simplement le faire apparaître. Et alors là je te vois venir, la fonction exponentielle est bijective, donc on a égalité entre ix et ln de 2 plus ou moins racine de 3. Ouais mais non, la fonction exponentielle elle est bijective sur R, mais là ix c'est pas un nombre réel. Mais on a toujours ces histoires de congruence modulo de pi, c'est pourquoi je te propose de rajouter un plus 2k pi i ici à droite du ln. Cette fois-ci on peut dire que c'est équivalent à ix est égal à ln de 2 plus ou moins racine de 3 plus 2k pi i. On multiplie par moins i de chaque côté afin de supprimer le i, et on obtient donc que x s'écrit sous la forme 2k pi moins i ln de 2 plus ou moins racine de 3, où k toujours est un nombre entier relatif. Donc on a trouvé l'ensemble des solutions, le cosinus de x vaut 2 si et seulement si x s'écrit sous cette forme-là. Et donc voilà, on a fini le travail. Ah, remarque de mismatique, je ne comprends pas, on résout la même équation mais on tombe sur des solutions différentes. Ah oui, la remarque est pertinente, c'est vrai que on a résolu dans les deux cas, 1 et 2, la même équation, cosinus x égale 2. Les deux équations, on les a résolues dans le même ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes, mais pourtant on tombe sur des solutions nettement différentes, ici avec de l'arc-cosinus hyperbolique, et ici avec du logarithme et une racine carrée. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifie? Je te laisse réfléchir un petit peu. Bah, en fait, ça signifie simplement que ce truc-là et ce truc-là, c'est la même chose. Et on a même prouvé que ln de 2 plus ou moins racine de 3, c'était égal carrément à plus ou moins l'arc-cosinus hyperbolique de 2. Et alors en fait, je vais même être sympa et même plus général que ça. Cet exercice, il fonctionne très bien avec 2, mais il fonctionne très bien en fait avec n'importe quel autre nombre réel plus grand que 1. Et donc en adaptant l'exercice à autre chose que 2, en fait, on peut démontrer aussi une autre formule, à savoir que l'arc-cosinus hyperbolique de x, c'est égal à ln de x plus racine de x carré moins 1. Ça peut se démontrer donc de deux façons, soit en remplaçant dans l'exercice le nombre 2 par un autre nombre plus grand que 1, et le raisonnement sera exactement le même pour aboutir à ça, soit on peut passer aussi par les dérivés, et encore faut-il connaître la dérivée de l'arc-cosinus hyperbolique. Mais d'ailleurs justement, si tu ne te rappelles plus de la dérivée de l'arc-cosinus hyperbolique, eh bien rappelle-toi de cette formule, ou en tout cas rappelle-toi de la façon dont on la démontre, et pour trouver la dérivée de l'arc-cosinus hyperbolique, tu dérives le truc de droite, et c'est bon, c'est gagné. Et donc voilà un exercice que je trouve super intéressant. Je remercie évidemment la personne qui l'a proposé sur mon serveur Discord. Bon, son pseudo est totalement imprononçable, donc je suis désolé de ne pas pouvoir le citer mieux que ça. Mais en tout cas, c'est vraiment le genre d'exercice que j'adore, avec plusieurs façons de le résoudre, et surtout avec une conclusion qui est vachement cool, c'est-à-dire qu'on peut conclure eh bien, une formule de maths vachement utile comme celle-ci. C'est donc un exercice qui permet de, si on résout l'exercice des deux façons, permet donc de retrouver la dérivée de l'arc-cosinus hyperbolique. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, tu peux acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique, et tu peux aussi me faire un don sur Tipeee, il y a des avantages exclusifs comme des rôles sur mon serveur Discord, comme des cours particuliers gratuits. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour résoudre ce genre d'exercice, n'hésite pas à prendre des cours particuliers avec moi, tu m'envoies un petit mail, un message privé sur Discord, Messenger, j'en sais rien. Je donne mes cours en présentiel et en visio, c'est super pratique. Et donc si tu me contactes, on pourra évidemment en discuter ensemble. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!